Chers amis, chers camarades, je ne suis pas vraiment le nouveau de la famille, mais c'est vrai que ce qui est nouveau, c'est que, je ne suis pas ici pour l'annoncer, mais je vais quand même le faire, se crée une nouvelle formation politique qui va s'appeler le Front démocrate écologique et social, et qui, d'un point de vue unitaire, acceptera ce qui n'est pas simple, je le conçois, la double appartenance ou la triple appartenance, ce qui fait que l'ensemble des gens qui sont ici, présents à cette tribune, pourront adhérer au Front démocrate, écologique et social, et rester dans leur famille politique d'origine. Ça s'appelle le fédéralisme. Bien. Sur une ligne politique assez claire, je sais qu'elle peut surprendre ici. Cette ligne politique, c'est le soutien au gouvernement que nous avons élu, et voire plus exceptionnel encore, le soutien au président de la République. Je sais que c'est assez exceptionnel dans l'opinion publique française et en général, et je sais que ce sont des débats qui traversent l'ensemble. Sur des bases, non pas des bases idéologiques fondamentales, quoique, sur des bases de valeurs fondamentales, mais sur des bases d'analyse de la société française, européenne et mondiale dans le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. Il n'a échappé à personne, dans l'opinion publique, notamment française, voire européenne, qu'il y a une montée extrêmement réactionnaire existant dans nos différents pays. La France n'en est pas exemple, c'est le moins qu'on puisse dire. Et que de ce fait, tout ce que l'on peut faire de manière unitaire sera bien évidemment bienvenu. Mais tout ce qui pourra permettre de redonner de l'espérance, de l'espoir, de la composition, de transformation des politiques publiques, et en France, et à ce niveau-là, je n'oublie pas que l'Union européenne, dans ce cadre-là, devient totalement, non pas indispensable, mais qu'elle est de toute façon prégnante. L'ensemble des traités que nous avons signés depuis plusieurs dizaines d'années sont des traités que, quel que soit le gouvernement, et celui-là n'en est pas exempt, sont des traités qui doivent être respectés. Et quand j'entends ici ou là que François Hollande, président de la République, n'est pas allé assez loin face à Madame Merkel dans les mois qui ont suivi son élection. Je dis, quel était le rapport de force européen dans les différents pays européens qui aurait permis à la République française, au président de la République, de l'emporter, notamment dans la demande récurrente, absolument indispensable, de plans de relance européens par rapport aux différentes infrastructures, de plans de relance européens qui dépassent le cadre de l'austérité. Il n'empêche que nous avons besoin de toute façon de réduire les déficits publics quels qu'ils soient. Et quand j'entends là aussi, ici ou là, que nous serions en France dans une politique d'austérité, dans une politique sociale libérale. Chers amis, chers camarades, regardons les différents autres pays européens qui subissent et qui vivent vraiment l'austérité et qui subissent vraiment des politiques de remboursement de dette publique qui mettent à mal l'ensemble des compositions de liens sociaux existant dans nos différents pays. Je ne vous ferai pas le tour d'horizon global de l'Union européenne par rapport à cela. Mais clairement, je vois ici Pervenche Berès. J'ai eu la chance, pendant 5 ans, sous sa gouvernance de la présidence de la commission sociale, d'essayer de faire avancer les politiques publiques majoritaires dans le cadre du Parlement européen, donc dans le cadre aussi du Conseil européen des chefs d'État et de gouvernement. Nous avons travaillé sur quoi ? Sur les travailleurs détachés, sur les travailleurs saisonniers, sur la sécurité sociale progressivement unifiée. Et je pourrais vous dire, sur le temps de travail, combien de fois les compromis qu'on a réussi à passer ont été extrêmement difficiles, délicats, avec des gens, mais pas uniquement délicats par rapport aux différents gouvernements libéraux existants dans les différents pays, délicat aussi par rapport au débat des forces progressistes existant au Parlement européen et dans les différents pays. Vous n'êtes pas exempts, camarades socialistes, de débats extrêmement délicats et difficiles dans les différentes formations politiques socialistes existant au niveau de l'Union européenne. Ces débats existent. Nous devons les appréhender. Redonner de l'espoir, expliquer à nos concitoyens quelles sont les contraintes, quel est le domaine du nécessaire et quel est le domaine du possible. À ce niveau-là, quand on arrivera à dire à nos concitoyens exactement ce qui est le domaine des contraintes, il y en a plein, j'y reviendrai. Le domaine du nécessaire, Robert est intervenu, Jean-Luc aussi, le nécessaire c'est quoi? Indispensable, le nécessaire c'est lutte contre la pauvreté, lutte contre le chômage et évidemment pour essayer de maintenir, si ce n'est d'augmenter le pouvoir d'achat de nos concitoyens. Ça c'est l'obligatoire. Pas si simple.
pas si simple, les contraintes sont nombreuses. Et quand je regarde le monde extérieur, et quand je regarde la dernière période que nous venons de vivre au niveau franco-français, excusez-moi, j'hallucine. Nous avons, plus que jamais, dans le monde tel que nous le vivons aujourd'hui, des forces fascistes en mouvement, aussi bien à l'Est que autour du Moyen-Orient, voire en Afrique. Je ne parle pas de terrorisme, là, je parle de forces fascistes réellement existantes. Enfin, dans un monde tel qu'il est aujourd'hui, si nous n'avons pas un gouvernement qui travaille, si nous n'avons pas un président de la République qui agit tel qu'ils le font, quelle serait la place de la République française dans le monde tel qu'il est aujourd'hui? Je dis à ce niveau-là que nous sommes responsables, en tant que responsables politiques, de voir, et je terminerai là-dessus, de partir de l'existence du Conseil national de la résistance, de voir quels ont été les compromis qui ont été passés à l'époque, à la fin de la guerre 39-45, de voir ensemble l'ensemble des forces progressistes, démocratiques et écologistes, de voir ensemble quelles sont les perspectives que nous pouvons nous donner, les compromis obligatoires que nous devrions passer dans les semaines et les mois qui viennent, aussi bien au niveau des forces politiques. Robert, tu as raison, les forces politiques sont discréditées, mais malheureusement, ça ne sont pas les seules forces qui sont discréditées. Les forces syndicales, je termine, les forces syndicales ne sont pas en meilleure forme que les forces politiques, les grandes associations pas en meilleure forme. Voir comment nous mettons en place ce compromis social, ce compromis républicain, ce compromis laïque et républicain qui permette à notre pays de retrouver de l'espérance et à nos concitoyens de retrouver, dans le cadre de l'autorité d'un État, de retrouver espérance dans l'État français et la République française. Je vous remercie. Merci Jean-Luc. La parole est à Jean-Michel Baillet, sénateur du Tarn-et-Garonne et par ailleurs président du Parti radical de gauche. Merci Marie-Noëlle et merci Jean-Christophe de nous avoir conviés à ce débat. Moi, je suis comme Robert Rue, je pensais qu'il s'agissait d'un dialogue. Je ne savais pas qu'il avait d'exposer à la tribune, mais n'ayant rien préparé, je vais laisser musarder dans mon esprit avec la liberté de ton que vous me connaissez, après avoir salué David Assouline qui, lorsqu'il est venu me voir au Sénat au mois de juin pour me dire « on va organiser ce débat sur l'unité de la gauche » et qu'il m'a souligné quelles étaient ses intentions quant aux invités, je lui ai dit « tu es gonflé mais tu n'y arriveras pas ». Eh bien, le Parti socialiste, ça n'est pas nouveau, nous surprendra toujours. L'unité de la gauche est bien réalisée à cette tribune. Bravo Jean-Christophe, bravo David, et nous sommes bien contents, en tout cas ce qui me concerne, de nous retrouver ensemble.